Claude Lévi-Strauss a complètement renouvelé l'ethnologie en lui appliquant l'analyse structurale à partir du modèle linguistique, fondant ainsi le structuralisme qui fut, dans les années 60, un vaste mouvement scientifique, philosophique et littéraire. Né à Bruxelles en 1908, c'est à Paris que le jeune Lévi-Strauss poursuivit l'essentiel de ses études jusqu'à l'agrégation de philosophie en 1931. Je pourrais dire que c'est un certain goût pour les idées. J'avouerai plus platement que c'est probablement parce que ce qui m'opposait le moins de difficultés, ou ce que j'avais le sentiment, à tort ou à raison, que je ferais le plus facilement et qui me permettrait en même temps de continuer à m'intéresser à toutes ces choses, et il y en avait beaucoup trop, enfin, qui m'intéressaient énormément. Enfin, j'avais du goût pour la peinture, j'avais du goût pour la musique, j'avais du goût pour les antiquités. Tout ça, ça pouvait se marier plus ou moins avec l'étude de la philosophie, plus facilement probablement qu'avec une autre spécialité qui m'aurait obligé à compartimenter mon existence et mes curiosités. Mais pendant cette période dont nous parlons, ce qui m'occupait, je dirais, le plus, c'était très certainement la politique. J'avais été introduit au socialisme par un jeune socialiste belge qui a d'ailleurs depuis fait une importante carrière et qui est mort à l'heure actuelle, mais il était encore jeune à ce moment-là, rencontré en vacances. Et c'est lui qui m'a fait lire Marx, qui m'a fait lire Engels, et qui m'a amené non seulement au socialisme militant, qui m'a beaucoup occupé pendant mes années d'étudiant, et mes tout débuts comme professeur, en tout cas jusqu'à ce que je sois parti au Brésil, mais qui a également joué un rôle intellectuel essentiel, philosophique, si vous voulez, dans ma pensée. Je me suis trouvé envoyé sur la ligne Maginot, à la frontière belgo-luxembourgeoise, à un endroit où d'ailleurs il n'y avait aucune troupe anglaise à ce moment-là, mais où on pensait qu'il pourrait y en avoir. Et j'étais là pour les accueillir, mais je n'avais strictement rien à faire. Je crois bien que c'est à ce moment-là, enfin un jour, où j'étais étendu dans l'herbe et où je regardais des fleurs, et notamment une goule de pissenlit, que je suis devenu, ce que je ne savais pas encore, s'appelait structuraliste, en pensant aux lois d'organisation qui devaient nécessairement présider à un agencement aussi complexe, harmonieux et subtil que celui que je contemplais et dont je n'arrivais pas à m'imaginer qu'il pût résulter d'une suite de hasards accumulés. Je me sentais tout à fait comme un étudiant, puisque, comme je vous le disais, mes années de travail sur le terrain ont été viciées par le fait que je ne possédais à cette époque aucune formation ethnologique véritable. Et tout ce que je sais d'ethnologie, ou ce que je crois savoir, je l'ai appris pendant ces années de New York et au cours des journées entières passées l'une derrière l'autre
à la New York Public Library, où j'ai lu de l'ethnologie depuis le matin jusqu'au soir. Mais je la lisais, bien sûr, déjà dans une perspective qui était celle que j'avais sentie s'esquisser dans les réflexions que j'évoquais d'ordre botanique sur la ligne Maginot, mais qui se sont trouvées tout à fait concrétisées par la rencontre que j'ai faite alors dès 1941-42 du grand maître de la linguistique structurale de Roman Jakobson, qui était, comme moi, professeur aux États-Unis. Et c'est là que je l'ai connu, c'est là que j'ai eu par lui la révélation de ce qu'était et la linguistique en général et la linguistique structurale en particulier. Si l'on s'applique à considérer que les sons émis, ou plus exactement les phonèmes de la langue, comme disent les linguistes, n'ont de réalité et d'importance que dans la mesure où ils servent à distinguer des significations, et que tant qu'ils sont aptes à distinguer ces significations, les petites variations qui peuvent apparaître en fonction du moment, en fonction de l'heure ou de la minute, n'ont pas d'importance, et que ce qui est important, c'est donc la relation entre les phonèmes et non pas les sons du langage lui-même. À ce moment-là, on se met en position de comprendre ce qu'est la structure d'une langue. Or, dans le domaine des faits sociaux, nous nous trouvons placés devant une situation tout à fait analogue. Pour autant que les sociétés nous mettent en présence d'un foisonnement, d'une diversité tout à fait incroyable, je ne dirais pas d'institutions, car ce ne sont pas exactement les institutions, c'est la manière dont ces institutions se manifestent ici et là, aujourd'hui ou demain, et le problème est de comprendre quelles sont les relations entre ces apparences, et non pas quels sont les phénomènes eux-mêmes tels qu'ils apparaissent à l'observation la plus empirique. Ce qui nous intéresse dans le caractère inconscient des phénomènes linguistiques, c'est que précisément cette inconscience même les met à l'abri de toutes ces interprétations secondaires que nous avons tendance à donner de nous-mêmes et qui constitue le plus grand obstacle au progrès de l'investigation ethnologique ou sociologique, puisque nous ne savons jamais si nous étudions les phénomènes eux-mêmes ou la manière dont ils nous apparaissent ou l'interprétation que nous nous donnons à nous-mêmes de ces phénomènes. Tandis que le langage étant élaboré, nous ne sommes évidemment pas conscients pendant que nous parlons des lois qui président à notre articulation phonétique ou à la construction grammaticale des phrases que nous émettons, et c'est ce caractère inconscient qui nous permet, dans le domaine de la linguistique, d'accéder à l'objectivité. Et c'est donc dans la mesure où nous pouvons également atteindre le niveau où s'élaborent inconsciemment les phénomènes sociaux que nous sommes capables de les aborder de manière objective.